Neptune en maison 8. Vous imaginez déjà que la maison 8, elle tient énormément de thèmes mystérieux et des renaissances, des choses qu'on veut traverser, ressentir, comprendre. Et vous imaginez bien que si en plus il y a Neptune dedans, eh bien les choses sont encore plus corsées, encore plus incomprises, encore plus difficiles à vivre. Peut-être parfois même vous tenez à comprendre cette situation et vous avez du mal à la comprendre. Neptune, il est invisible, il parle de l'invisible, il parle des choses qui sont enfouies à l'intérieur, et en plus quand ils sont cachés dans la maison 8, on a du mal à les expliquer parce que c'est souvent des projections, des peurs, c'est souvent des choses qu'on a besoin de comprendre, on ne sait pas comment. Donc il y a un grand danger pour ne rien voir, il y a un grand danger de ne pas comprendre comment les choses peuvent avancer normalement. Donc il faut juste comprendre que la maison 8, c'est une maison très profonde. Il y a beaucoup de choses qui sont enfouies dedans, bon, on comprend ça à la base, mais Neptune apporte dedans une forme d'intuition. Il apporte une compassion, il peut apporter la protection divine, il peut apporter la spiritualité, l'imaginaire, mais bien sûr, cela, avec la maison 8, ça crée effectivement énormément de sensibilité psychologique, une intuition assez impressionnante, une grande capacité à ressentir, comprendre les blessures de l'autre. C'est vrai que l'empathie est présente, et l'attirance pour les mystères de la vie. Donc comment ça pouvait se vivre dans l'enfance ? Dans l'enfance, les frontières pouvaient être un petit peu enlevées, donc dans tous les sens du terme. Peut-être qu'il y avait des secrets à ne pas dire dans la famille, j'espère pas des secrets très très difficiles, mais c'est possible qu'il y avait des moments où il fallait peut-être masquer quelque chose, ne pas dire tout ce qui se passait dans la famille par exemple. Des non-dits, des émotions cachées, des dépendances, parfois des sacrifices que les gens faisaient pour les autres, et peut-être aussi des choses invisibles qui se passaient, qu'on ne pouvait pas comprendre. Certaines souffrances donc sont comprises par l'individu comme quelque chose qu'on doit cacher, pas forcément dévoiler, et ça peut pas être exprimé ouvertement. Donc en fait, beaucoup de choses sont pas du tout à la surface, elles sont plongées à l'intérieur, et bien sûr absorbées par l'individu. Cela ça peut se montrer comme par exemple une grande sensibilité à la tristesse, à la peine des parents, et l'enfant il ressent des tensions familiales par exemple, et il voit que personne ne verbalise en fait ces tensions, puisque quand il y a Neptune, il y a moins de paroles, il y a plus de ressenti. Donc c'est comme si l'enfant devient une éponge émotionnelle dans le couple, il prend à l'intérieur tout ce qui se passe et il ne sait pas comment exprimer cela dehors, c'est-à-dire il absorbe comme une éponge, il a du mal à parler de ça, peut-être qu'il ne sait même pas comment exprimer ces choses-là, parce que dans la famille, on avait du mal à exprimer ces choses-là. Ensuite, c'est possible que les parents ne respectaient pas vraiment les frontières émotionnelles de l'enfant. Peut-être que l'enfant devait porter les problèmes des parents, porter les problèmes de la famille par exemple. C'est-à-dire les parents pouvaient dire des choses qui se passaient dans la famille. Cela ça peut aussi être dans l'axe 8-2, et c'est possible qu'avec des Neptunes en maison 2, aussi, il y avait ce genre de démonstration. Neptune en 1 aussi, Neptune en maison 7 aussi pouvait avoir ce genre de choses, quand les parents pouvaient parler et toutes les choses que les parents vivent, l'enfant le prend sur lui. Et du coup, l'enfant a appris à porter les problèmes des autres sur soi, à vouloir sauver aussi de ses problèmes, donc il faut sauver l'autre, il faut sauver ses parents. Et par le fait de sauver, ou s'oublier soi par exemple. Ensuite, les mystères familiaux
Ça, c'est terrible et c'est possible qu'il y ait des histoires familiales cachées, que l'enfant, soit au fur et à mesure de son existence, il apprend que ça existe dans sa famille, ce genre de choses. Soit au fur et à mesure, il voit qu'il y a de plus en plus de choses qu'il doit découvrir. Ensuite, certaines dépendances pouvaient se transmettre de génération en génération. Donc pour ces gens-là, effectivement, il faut faire attention aux dépendances. Des disparitions qu'on ne pouvait pas expliquer, des morts qu'on ne pouvait pas expliquer, c'est-à-dire des moments où il y avait des gens qui partaient et on ne savait pas pourquoi, où il y avait un mystère autour d'une situation en général. Des sujets interdits, desquels on ne pouvait pas trop parler, par exemple, et des souffrances qui n'étaient jamais racontées. Donc c'est vrai que à l'âge adulte, ensuite, bien sûr, cela implique énormément de problèmes de l'enfant face en général, à son environnement. Donc, première chose, c'est dans les relations. Neptune en maison 8 recherche cette union, cette compréhension, parce que comme il a vécu énormément de choses, vous avez entendu, c'est très lourd, en fait, de conséquences Neptune en maison 8. Il cherche, en fait, cette union avec l'autre, il cherche cette réunification avec quelqu'un, et il rêve d'une relation dans laquelle il pourrait se comprendre avec son partenaire sans parole. Juste par intuition, juste par geste, juste par compréhension mutuelle, où les âmes vont se reconnaître, ils vont reconnaître qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Donc ça peut être des gens qui recherchent les âmes sœurs, qui recherchent les flammes jumelles, et ces blessures, en fait... cherche à couvrir ses blessures grâce à cet amour un petit peu sacrificiel et croient à l'amour incroyable qui pourrait les guérir, qui pourrait les sortir de cette relation. Mais cela peut effectivement conduire tout ça à idéaliser son partenaire, idéaliser en général les gens, ignorer les signaux d'alerte, d'alarme quand il y a un souci dans le couple. Quand il y a des red flags, quand il y a des problèmes, on a du mal à les voir, on a du mal à les comprendre qu'il y a des soucis en fait. Et c'est vrai que l'amour dans le couple peut rarement guérir les blessures psychologiques. C'est-à-dire ça peut, quand les deux personnes sont quelque part compatibles et ils se guérissent, il y a une auto-guérison, l'un de l'autre, cela est possible. Mais la plupart du temps, on s'attire par nos blessures, mais on a du mal à se guérir dans le couple. On n'est pas là, on n'est pas des psys l'un pour l'autre, et c'est vrai que ça peut sembler quelque chose que la personne recherche, mais elle a du mal effectivement à avoir cela dans sa vie. Et cela peut amener effectivement la personne à accepter des situations bizarres dans le couple, des situations conflictuelles, déséquilibrées, des situations dans lesquelles la personne souffre. Par exemple, rester longtemps dans une relation dans laquelle il y a des comportements très négatifs du partenaire envers vous, et vous pensez que c'est normal, et vous pensez que c'est quelque chose qui doit être comme ça. Dans l'expérience aussi sensuelle, c'est possible qu'il y ait une recherche de fusion totale, il y a une envie de communion, il y a une envie d'échange énergétique, et les limites sont peut-être absentes. La personne peut effectivement perdre une partie de soi-même dans une relation dans laquelle elle veut vraiment plaire à son partenaire et faire exactement tout ce qu'il veut. Pareil dans les finances, manque de clarté dans les finances, manque de clarté dans les investissements, faire très attention parce que ce genre de gens peuvent être dans les manigances financières, des promesses qui sont vagues et des oublis administratifs ensuite. C'est vrai que les accords sont basés plus sur la confiance que sur les vrais faits. Et il faut absolument vérifier les contrats, vérifier les héritages, vérifier les investissements et tout ce qui se passe dans votre porte-monnaie. Il faut vérifier parce que c'est vrai que les erreurs peuvent être terribles. Et finalement, le fait que la personne veut sauver tout le monde, cela peut amener vers une, malheureusement, dépendance finalement au fait de sauver. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'animaux, beaucoup d'enfants, quelqu'un qui fait partie d'associations. Et
même une personne. Si vous pouvez penser que si vous pouvez aimer cette personne inconditionnellement, elle pourra changer, elle pourra continuer son chemin. Bien, cette croyance, bien sûr, amène dans certains scénarios qui sont terribles pour le couple ensuite. Maintenant, comment on peut changer un petit peu cette idée, l'amener vers plus de compréhension? Ici, je vais donner des choses un peu vagues. Si vous avez besoin de consultation, n'hésitez pas. Parce que ici, c'est des choses un peu, qui sont sorties du contexte par rapport à votre thème. Si vous voulez vraiment qu'on regarde votre thème et trouve les vraies solutions à ce souci, n'hésitez pas. Mais la première chose qu'on peut effectivement faire, c'est faire confiance à son intuition, parce que votre intuition est très énorme. Vérifiez les faits, mais faites confiance à ce que vous ressentez. Si vous ressentez une peur dans l'instant, c'est que peut-être c'est vraiment une mauvaise idée de faire ce que vous avez prévu de faire. Votre don, c'est votre intuition. Donc n'hésitez pas vraiment avec discernement, à croire à ce que l'intuition vous donne. Peut-être que c'est une décision importante que vous avez besoin de prendre, peut-être une méditation pourrait vous aider. Vous posez 2 questions. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la question? Et qu'est-ce que vous savez objectivement par rapport à la question? Cela pourra vous aider à sortir un peu de l'illusion dans laquelle vous pouvez être par rapport à cette question, mais c'est important de savoir quelle était la première sensation. Et ça, cherchez toujours d'ailleurs à travailler en vous la première impression. Avant toute chose, la première impression par rapport à un fait, une personne, quelque chose qui se passe, la première impression. Si elle était bizarre, si elle était froide, si elle était... dans tous les cas, vous n'avez pas aimé l'idée, quand quelqu'un parlera, il pourra vous changer votre état d'esprit. N'oubliez pas votre première impression et suivez-la. Deuxième chose, arrêtez de vouloir sauver. Les gens après 18 ans se sauvent tout seuls. S'ils ne veulent pas être sauvés, on ne pourra pas les sauver. Parce que sinon, ils auraient fait tout pour être dans la lumière. Si la personne ne veut pas être dans la lumière, si elle n'accepte pas la lumière, on ne peut pas la faire accepter la lumière. Vous n'êtes pas son parent, vous n'êtes pas sa mère, ni son père. Même avec ces gens, la personne n'aurait pas accepté. Donc, c'est très destructeur d'être sauveur pour quelqu'un, destructeur pour votre âme. Vous pouvez aimer quelqu'un, aimer c'est une chose, mais sauver c'en est une autre. Donc, vous ne pouvez pas vivre la vie de la personne à sa place. Si la personne a décidé de vivre sa vie en se détruisant, en se faisant du mal, malheureusement, vous ne pouvez pas l'aider et vous devez peut-être faire route à part, si vraiment c'est une solution qui est la seule que vous voyez. Mais encore une fois, je ne donne aucun conseil de dissolution de choses, je donne juste le conseil personnel de chercher à l'intérieur de vous la réponse. Ensuite, créer des frontières avec les autres, émotionnellement parlant, mais aussi avec les autres, quand vous discutez, quand vous êtes en contact. Apprenez à distinguer vos émotions et celles des autres. Le design humain peut vous aider dedans, donc vous pouvez venir aussi, je fais du design humain, je peux vous aider à comprendre si vous avez vos propres émotions ou vous vivez celles des autres. Mais toutes les souffrances ne sont pas les vôtres. Une personne qui souffre, 50% elle aime bien ça. Ça, il faut que vous compreniez que la souffrance, c'est quelque chose que la personne aime. Si elle n'aimait pas la souffrance, elle ne serait pas dedans. Surtout les souffrances qu'on s'inflige tout seul. Alcool, drogue, jeu et autres. Et même l'amour. Donc, malheureusement, il y a une frontière qu'on doit faire entre nous et les autres, dans ce cas aussi. Ensuite, utilisez vos dons de la maison 8. La maison 8, elle est pleine de dons. Neptune en maison 8 vous donne des talents naturels, des talents pour la voyance, pour les placements financiers, si jamais c'est quelque chose que vous aimez, la psychologie, pour la compréhension des humeurs, pour la compréhension des énergies, des soins énergétiques, ça peut être aussi la méditation, l'accompagnement des gens, par exemple, dans les périodes de deuil et de transformation, ça peut être aussi l'art qui complètement vous fait explorer l'invisible, explorer vos talents. Vos talents sont nombreux, mais il faut les voir dans la quantité des choses qui sont cachées. Et votre capacité à amener votre lumière dans le monde, c'est celle où vous choisissez de voir la lumière
et pas la souffrance. Et ça, c'est très important. La maison 8, c'est pas que la souffrance, c'est aussi une transformation qui amène vers la lumière, la compassion, la conscience, l'amour et la vie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.